Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Nicolas Chaplon, donc je suis prévisionniste aussi ICMF. Ça fait un moment que je suis prévisionniste sur l'Afrique de l'Ouest, puisque j'ai participé à la campagne AMA dans l'équipe de prévision qui avait été montée sur place donc en 2006. Et puis après, bon, je suis intervenu régulièrement en collaboration avec le CNRM pour les différents projets qui ont concerné l'Afrique de l'Ouest. Donc je vais vous présenter. Alors nous c'est vrai qu'on a perdu un peu l'habitude de l'appeler WASA et WASF. Donc on appelle plutôt ça des ANASIG sur l'Afrique de l'Ouest. Bon, en tout cas le terme initial c'était WASA, donc West African Synthetic Analysis. Et donc ça c'est pour les documents de prévision, donc c'est le WASF avec EF Forecast. Donc voilà, j'ai mis un lien donc initialement il y avait beaucoup de choses sur ce site internet de Hama. Là, je sais pas encore s'il est encore actif ce site. En tout cas, cette présentation des ANASIG là c'est répertorié dans le handbook. Ça fait l'objet d'un chapitre entier, le chapitre 11 du handbook. Pour ceux qui n'ont pas le handbook, il a été rajouté sur le site MISVA. Donc il est disponible en ligne et gratuitement sur le site MISVA, ce chapitre, dans la partie documentation. Donc la présentation est fortement inspirée de ce chapitre auquel j'avais participé avec Jean-Philippe Lafort. Donc, alors pourquoi historiquement, pourquoi on a créé ces ANASIG? Pour deux principales raisons, c'est qu'on a quand même une faible prévisibilité sur l'Afrique de l'Ouest, en tout cas plus faible que sur les moyennes latitudes. Et d'autre part, la performance des modèles de circulation de grande échelle était, on va dire, relative, voire même assez déficiente. Et surtout sur tout ce qui était phénomène convectif. Bon, là, c'est vrai que depuis quelques années, on trouve que les modèles ont quand même beaucoup progressé, quoi. Mais bon, il y a vraiment des cas où c'est compliqué. Mais en tout cas, je me souviens que pendant la campagne d'Yama en 2006, c'était difficile quand même. Alors donc pour pallier ces problèmes, on a élaboré une approche plutôt objet et ces objets qui donc sont liés au modèle conceptuel. Donc on va faire à la place d'utiliser directement les modèles, plutôt une élaboration d'une carte synthétique qui va répertorier les principaux paramètres qui pilotent la mousson d'Afrique de l'Ouest. Et c'est à travers ces différents paramètres, à travers cette carte, qu'on va réussir à comprendre un peu qui peut piloter la convection et s'affranchir un peu plus des données brutes des modèles. Donc voilà le pourquoi de cette création d'ANASIG. Donc évidemment, ces ANASIG ont quand même été un peu copiés sur les ANASIG qui avaient été développés à Météo France sur les moyennes latitudes, mais avec d'autres objets, parce on est dans les météo tropicales, donc on est assez loin de ce qui a été fait dans les ANASIG sur la France et sur l'Europe. Mais la méthode est un peu la même, quoi. Donc cette méthode a été développée pendant la phase d'observation spécifique, la période d'observation spécifique de Hama, donc c'était en l'été 2006, c'est là où il y a le plus gros travail sur la prévision. Alors voilà à quoi ça ressemblait le premier. Donc ça c'est un des premiers WASA ça c'était un WASA qui a été réalisé en 2006. Là, c'est le WASA du 5 août 2006. Donc ces WASA étaient réalisés une équipe de prévisionnistes qui regroupait plusieurs prévisionnistes africains de différents pays. Donc ils étaient réalisés à ce moment-là à l'ACMAN et uniquement à l'ACMAN. Donc voilà, alors là c'est un peu sommaire, hein, il y a quelques symboles qui ont changé, et puis voilà, on n'avait pas encore affiné cette méthode, c'était le premier jet, donc voilà à quoi ça ressemblait, et il n'y avait pas forcément beaucoup d'éléments, mais c'était les premiers pas, et bon voilà, ça a fait que ça a quand même fait qu'on a pu élaborer des cartes qui intéressaient quand même tous les chercheurs, quoi. Donc on les faisait à 6 heures et à 18 heures, et on faisait une analyse à 6 heures, et je crois qu'on faisait après des prévisions jusqu'à J+2. Voilà. Bon, à J+2, les prévisions de convection à J+2, elles étaient un peu compliquées quand même. Alors, donc cette méthode, qui avait été, donc là, on est en 2006. Donc après cette méthode, suite à plusieurs travaux
sur la mousson africaine, et puis notamment tout ce qui a été issu d'Ama, on a décidé de la compléter et de l'améliorer. Donc en particulier, on a fait on a fait un petit séjour à Leeds, là où travaille Doug Parker, qui est le responsable du handbook, avec Jean-Philippe Lafort, Abdou, Bernard et David et moi-même. Et donc là, on a retravaillé un peu cette méthode, quoi. Donc c'était aussi dans le but de intégrer cette méthode dans le Forecaster Handbook. Ça, on y tenait vraiment parce qu'on pensait vraiment que ça avait toute sa place dans ce handbook. Donc on a bien travaillé avec les prévisionnistes africains et donc. Alors qu'est-ce qu'il y a eu en gros suite à ce séjour? Il y a eu donc des nouvelles règles de tracé. On a un peu affiné. On a eu des nouveaux objets également qu'on a intégrés. Enfin, on a utilisé des nouveaux diagnostics, donc en particulier les nouveaux diagnostics issus de MISVA, et notamment tout ce qui avait été tout le travail qui avait été développé par Emmanuel Pohan pendant sa thèse, donc surtout sur l'eau précipitable. Donc il y a eu avec tout ça, on a redéfini une méthode qui, depuis lors, a pas trop bougé quand même. Et on pense qu'elle est un peu plus complète et un peu plus robuste. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant un WASA actuel, on va dire à peu près. Donc voilà, donc on a différents éléments. Donc on va les lister maintenant je vous propose, c'est on va les lister un par un, ces éléments-là, quoi. Et donc j'explique en gros pourquoi on les trace, mais je vais pas rentrer non plus dans les dans les modèles conceptuels parce que ça c'est pas le but de la présentation. Et j'explique comment on les trace aussi, quoi. Voilà, donc on va les prendre un par un. Voilà, ça c'est un autre cas. Ouais, on va dire qu'on peut différencier de deux saisons, la saison humide où vraiment on a la mousson. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse le plus quand même. C'est-à-dire que ces anaciques, ils ont été quand même vraiment développés pour la saison de mousson. Alors après, nous, on les suit pour la saison hivernale, mais il y a quand même beaucoup moins d'intérêt, quoi. Donc voilà les 11 paramètres. Donc il y a quelques slides en anglais, je suis content de tout refaire, mais donc le fit, la dépression thermique, pardon, le jet le jet d'est tropical, tout ce qui concerne les moyennes latitudes, l'air sec de moyenne tropo, le jet subtropical, le jet le JEA, des ondes d'est, tout ce qui caractérise la couche de mousson, et enfin le temps sensible, on va dire, l'activité convective et tout ce qui concerne le sable. Ouais, alors notez juste qu'il y a eu un léger changement de domaine depuis quelques années. Alors, je me souviens plus la raison, mais on avait un peu raboté la partie nord continent africain. Donc sur la gauche, on voit ce qui se faisait avant. Donc on avait quand même une partie où on voyait un peu la Méditerranée. Et maintenant, on est en gros autour du 30 nord, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. On a dû couper à peu près au 30 nord, quoi. Donc bon, a priori, ce domaine-là, il est fixe. On va pas trop bouger, quoi. Alors, le premier élément, l'élément probablement le plus important, en tout cas en termes de grande échelle, c'est le FIT. Donc en anglais, on l'appelle l'intertropical discontinuité, donc l'ITD. Donc le FIT, bon bah, on imagine pourquoi on peut tracer le FIT. Hein, ça sépare donc tout ce qui est au sud du FIT, on a la convection humide et au nord du FIT, on n'a pas de convection, enfin, pas de convection humide en tout cas. Alors le FIT, on peut le tracer de plusieurs manières. Donc on peut le voir tout d'abord, on peut le voir par une opposition de masse d'air. Donc une masse d'air sec au nord du FIT, une masse d'air humide au sud du FIT. Donc pour ça, on peut prendre des critères, donc plusieurs critères. Donc on a le choix, hein. On peut prendre le TD, on peut prendre l'humidité, la θ''W. Donc en pratique, on aime bien prendre le TD, donc en très basse couche, hein, à 2 mètres ou à 950 HPA. Et on a un beau gradient grâce à ce paramètre-là. Donc on trace dans le plus fort gradient. Voilà, alors on avait établi plus ou moins qu'on pouvait le tracer entre 12 et 15 degrés. Après c'est mieux de pas forcément se donner de chiffres, mais on essaie vraiment de le tracer dans le plus fort gradient qui soit. Ensuite, la deuxième, on peut voir le fit avec la circulation. Donc en fait au nord du fit on a les vents de nord-ouest, pardon, de nord-est
donc l'Harmattan, et au sud du FIT, on a le flux de mousson, donc plutôt de sud-ouest. Donc on a cette opposition devant, donc on a une ligne de convergence entre le flux de mousson et le flux d'Harmattan. Donc cette ligne de convergence peut aussi représenter le FIT. On a également une manière de tracer le FIT, donc ça c'est un cas particulier que je montrerai après, donc c'est plutôt proche de l'Atlantique. On verra que le TD n'est pas forcément un très bon paramètre, ni les vents. Donc là on utilisera la ligne de minimum de pression. Et enfin, une fois qu'on a tracé notre fit de manière théorique avec le modèle, si on est en train de faire une analyse, on se doit de bien recaler le fit avec les observations disponibles, donc les images satellites pour pas qu'on ait de la convection humide au nord du fit, et puis et ensuite tout ce qui est observation de surface, même si elles sont assez rares, surtout en période de mousson, puisque le fit se situe à des endroits désertiques. Mais bon, si on a quelques synopes et quelques métas, il faut pas s'en priver. Alors ces critères, en particulier les deux premiers critères, ne coïncident pas forcément. Dans l'idéal, ils coïncident. Il y a des cas où ils coïncident pas forcément. Ça, c'est à l'appréciation du prévisionniste qui doit choisir le meilleur critère. Alors, je vais parler en même temps du huit lots, puis après reviendrai sur les tracés. Donc le huit lots, donc la dépression thermique. Alors on la met en valeur. Alors initialement, on la mettait en valeur par une pression mer inférieure à un certain seuil. Le seuil, euh, le seuil va changer selon la journée, puisque le huis clos est soumis à un fort cycle diurne. Voilà. Et donc on indiquait qu'il fallait mettre aussi les lieux de plus basse pression. Alors en pratique, ce qu'on fait, alors là, c'est le tracé du FIT. Donc à gauche, vous avez une fenêtre modèle avec en plage de couleur le TD à 2 mètres, en barbule rouge le vent à 925 HPA auquel on l'a superposé, donc l'APMR, en mettant un certain seuil. D'accord. Donc en fait, je vais me débarrasser de l'APMR. Donc l'APMR, l'APMR du modèle, elle est suffisamment explicite pour montrer les heat lows. Donc en pratique, nous, on seuille pas l'APMR, on laisse le champ total de PMR, mais on le met de 2 hectopascales en 2 hectopascales et on voit a priori facilement le heat low qui se dessine. Et on rajoute un petit dé qui dans les analyses précis veut dire dépression thermique, là où vraiment le huis clos est sur le centre du huis clos. Donc là sur l'exemple à droite, on a le huis clos qui est tracé dans sa position assez climatologique sur le nord-ouest du Mali. Donc le feed, voilà à quoi ça ressemble. Donc là on a suivi, on va dire un peu probablement le TD à 2 mètres, mais également le vent où les deux critères coïncident relativement bien sur cet exemple. Donc voilà à quoi ressemble le fit avec ces doubles tirets noirs. Alors, ensuite, j'ai montré quelques exemples. Ça, c'est un truc, ce que je vous montre, c'est un schéma un peu classique. Alors après, il y a quelques subtilités. Donc, le fit, quand il se rapproche de l'Atlantique. Quand il se rapproche de l'Atlantique, vous voyez, on a les mêmes paramètres là. Donc le TD à 2 mètres, vous voyez que dû au fait de la présence de l'Atlantique sur la côte là, le TD à 2 mètres, il propose un gradient pardon, qui remonte plein nord. Donc surtout pas suivre ce gradient de TD à 2 mètres pour tracer le fit. Là, on est complètement perturbé par l'océan, quoi. Donc ce qu'on a décidé, c'est plutôt de suivre le, la ligne de plus basse pression. Donc si on voit que on a le huis clos, et puis on arrive à tracer à peu près, issu du huis clos, dans le talweg de basse pression, une ligne là, qui dans le minimum, là, dans l'espèce de petit talweg, jusqu'à la côte, donc là c'est la côte mauritanienne. Quoi. Donc voilà comment on doit tracer le fit sur la partie ouest de l'Afrique. Alors souvent, c'est vrai que comme le gradient il est un peu comme le gradient en TD à 2 mètres un peu bizarre sur cet endroit-là, on voit parfois des anasig où le fit est interrompu. On considère que c'est un peu perturbé, mais normalement on a un moyen de tracer le fit jusqu'à la côte, quoi. Même s'il est un peu plus difficile à tracer en général. Voilà. Ensuite, alors donc ça c'est pas un élément qui est vraiment intégré dans la NASIG, mais bon comme on a une petite partie de l'Atlantique sur notre domaine, on avait décidé de tracer également
l'axe de la ZCIT. Donc ça c'est un tracé qui est effectué par Météo France sur les différents documents qui intègrent l'océan Atlantique. Alors la ZCIT, c'est tracé avec un double trait rouge plein si elle est active et avec un double trait rouge pointillé si elle est peu active. Donc en fait, bon, on trace la ZCIT, mais c'est surtout le centre Météo France des Antilles-Guyane qui s'occupe de l'Atlantique qui va tracer cet élément. Et donc nous, on peut s'en inspirer, quoi. Alors juste ce que je voulais signaler, c'est qu'il faut faire attention, c'est que s'il y a bien une continuité des systèmes convectifs quand ils arrivent à la côte atlantique, s'ils poursuivent leur chemin en sortant de l'Afrique de l'Ouest, en revanche, il n'y a pas de continuité entre la ZCIT et le FIT. C'est ce que je montre dans l'exemple. Là. Vous avez un FIT qui est en général bien plus nord que la ZCIT. Donc voilà, faut juste pas se mélanger les pinceaux. Quoi. Euh, Nicolas, oui, c'est Emmanuel, bonjour. oui. On a juste eu une petite coupure, j'ai pas bien saisi ce dont tu parlais là, tout à l'heure. Sur quel point? Par rapport à la ZCIT et au FIT là D'accord. sur. Ok. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que la ZCIT, c'est pas un élément qu'on doit tracer nous parce qu'on n'est pas des spécialistes et qu'il y a le centre Antilles-Guyane qui s'occupe du bassin atlantique qui est en charge de le faire. Et comme on a un peu d'Atlantique sur notre zone, on trace quand même la ZCIT. Mais ce que je veux surtout signaler, c'est que faut pas qu'on il n'y a pas de continuité entre le tracé de la ZTT sur l'Atlantique et le FIT sur l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est deux éléments qui sont bien distincts, qui n'ont pas la même définition. Donc il n'y a aucune raison d'avoir une continuité entre les deux. Voilà, c'est tout. C'est bon? Oui, c'est parfait, merci. Ok. Alors ensuite, je vais présenter deux cas particuliers du FIT. Donc on peut avoir aussi un FIT interrompu. Alors là je prends un exemple bon, qui est un peu un cas d'école, mais c'est quelque chose qui arrive relativement souvent pendant la saison de mousson. Donc à gauche, j'ai toujours TD à 2 mètres, et à droite, j'ai le paramètre MISVA du transport méridien. Donc je rappelle, en bleu, c'est le vent méridien de sud, et en rouge, le vent méridien de nord. Donc en fait, ce qui se passe là, donc ça c'est assez récent, c'est donc pour ceux qui ont un peu suivi les briefings MISVA récemment là. Donc ça date du 30 août. Donc en fait, ce qu'on voit, on y reviendra après, mais ce qu'on voit à gauche là, sur l'Atlantique et sur le Sénégal, c'est le flux de sud qui est derrière l'onde d'est ça doit être l'onde d'est 20, bon enfin bref, derrière une onde d'est, et donc il va organiser un bon flux de sud à l'arrière, qui va venir se mettre en phase avec des ondes qui passent sur les moyennes latitudes. Donc en fait on a un vaste tube de flux de sud du golfe de Guinée jusque sur les pays du nord de l'Afrique. Donc ça, c'est un cas assez classique où en fait, ben, votre gradient de TD à 2 mètres, là, il va complètement exploser parce qu'il y a cette alimentation en air chaud sur toute l'Afrique qui va remonter et donc le gradient disparaît. Donc dans ces cas-là, on s'était posé la question comment faire ressortir cet état de fait. Donc on a décidé en fait d'interrompre le fit. Donc en fait, si on a un tracé comme ça, on va tracer le fit là où le gradient est bien marqué. À partir du moment où ça commence à être très flou, on arrête de tracer le fit. D'accord? Cette absence de fit, il y a aussi un sens physique derrière. Ça veut dire qu'on peut très bien trouver des orages, même à des bases relativement basses, très nord sur l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire là, dans ces cas-là, on peut très bien s'imaginer qu'il y a des orages sur le nord de la Mauritanie, voire le sud-ouest de l'Algérie. Et on a remarqué cette année qu'il y a eu pas mal d'activités assez nord sur la Mauritanie et le nord du Mali. Donc voilà un fit interrompu avec comment on l'explique. Donc si je regarde l'anassi correspondant, ok, vous voyez la trace du fit ici sur non pardon, excusez-moi. Est-ce que ça me semble bizarre? Ça c'est l'onde d'Est, donc ça c'est l'onde d'Est 19, ok, qui a alimenté ce flux de sud derrière. Donc on a le fit qui est tracé sur une grande partie est de l'Afrique de l'Ouest, et ensuite vous avez l'absence du fit. Et donc là, on peut très bien imaginer une activité convective sur le nord-ouest de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, une absence de fit qui est importante à signaler. Alors, bon, un cas particulier, mais qui est quand même
beaucoup moins fréquent et qui a moins d'impact, je pense, c'est le fit qui, quand il est dans sa position la plus sud. Alors, si on regarde, donc ça c'est des eaux, ça apparaît quelques fois dans l'année en saison hivernale. Donc en général c'est décembre, janvier. C'est rare, c'est jamais avant, jamais après. Donc si on regarde par exemple cet exemple là du 22 janvier 2022, on a le gradient du TD à 2 mètres représenté à gauche, et on voit que si on trace ce fit avec le gradient du TD à 2 mètres, on va avoir un fit qui est sur le continent. Et un jour on s'est rendu compte que ça marchait pas. Alors, en fait, c'est un paramètre dans ces cas-là, quand le fit est vraiment en retrait sur le continent, dans sa position la plus sud, c'est un paramètre qui marche pas bien. Encore une fois, probablement lié à l'influence du golfe de Guinée. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a un paramètre qui est un peu mieux utilisé, c'est le θ'W à 950 HPA. Alors, c'est très empirique hein, comme méthode, hein. Voilà, alors, si on regarde le θ'950, on voit qu'en gros, sur la Côte d'Ivoire, il a à peu près le même gradient que le TD à 2 mètres, mais que là, au sud du Ghana, Togo, Bénin, vous avez un décrochage du gradient du θ'W à 950. Alors, il y a des cas il y a des cas un peu plus flagrants. Là, c'est un peu limite, mais j'ai eu un peu de mal à retrouver un cas flagrant, quoi. Mais en tout cas, il y a ce décrochage-là, et puis après, le fit reprend normalement, et puis on peut resuivre de nouveau le TD à 2 mètres. Voilà. Mais cette espèce de limite là, donc en fait, le θ'W 950 là, il fait une espèce de limite sud. Alors, on va pas dire du fit, parce qu'on a convenu que le fit, on le trace pas en mer. Le fit, c'est quelque chose qu'on trace sur Terre. Donc, dans ces cas-là, on a bien une limite. Alors, on a décidé de ne pas tracer cette limite. D'accord? Ça, c'est quelque chose à voir. Est-ce qu'un jour, ça sera intéressant de représenter cette limite par un autre élément? Mais en tout cas, on trace pas le fit ici. Et donc, pour pas tracer le fit ici, à l'instar de ce qu'on a fait pour la convection, on décide de interrompre le fit. Donc, en gros, en hiver, ça veut dire qu'on interrompt le fit si le gradient passe en mer. Ok? Donc, si je regarde, donc dans ce même cas, je regarde aussi ce qui se passe sur les vents, et en fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est si on avait mis le fit avec le gradient de TD à 2 mètres, on aurait laissé le fit sur la côte, enfin, sur la terre. Donc, on n'aurait pas eu possibilité, théoriquement, d'avoir du vent de nord dans le golfe de Guinée. Et en fait, c'est bien ce qui se passe. Là, on a bien le vent de nord qui pénètre jusque sur le golfe de Guinée. Ok. C'est pour ça qu'on interrompt le fit. Ça veut dire il peut y avoir du vent de nord sur le golfe de Guinée. En fait, nous, ça nous sert parce que il y a des fois, on observe du sable sur le golfe de Guinée, et donc on est bien obligé d'interrompre ce fit. Donc là, comme on disait sur la convection, si on interrompt le fit, ça veut dire qu'on peut avoir des orages bien nord sur l'Afrique. Ici, c'est un peu la même chose, mais avec le sable. C'est-à-dire que si on interrompt le fit sur la côte, on peut avoir du sable, mais jusque dans le golfe de Guinée. Et ça, c'est quelque chose qui arrive, qui est observé, quoi. Alors, ça va pas être des tempêtes de sable. Après, je connais pas bien cette zone, hein, mais bon. Et je sais qu'il y a quelques fois, on voit quelques bateaux qui passent des observations de sable sur la zone, quoi. Voilà. Et donc, comment ça se traduit donc sur l'anacycle, là. Donc, je représentais l'anacycle du jour. Donc, vous voyez, le fit est interrompu entre l'est du Ghana et l'ouest du Nigeria. Et effectivement, on avait tracé une vaste zone de sable ici, qui débordait un petit peu sur la côte et sur le golfe de Guinée. Voilà cet exemple, ce cas particulier. Donc, occurrence, un décembre-janvier, quelques jours dans l'année. Ensuite, alors troisième élément à tracer, donc le jet d'ouest subtropical, le JOST. Donc c'est un élément, il marque la séparation entre la troposphère tropicale épaisse et puis ce qui se passe aux moyennes latitudes, donc une troposphère moins épaisse, quoi. Alors comment on trace ce jet? Donc on trace l'axe en utilisant les valeurs maximales et le noyau. Alors le noyau, selon la saison, on va prendre un seuil différent parce qu'on n'a pas les mêmes intensités selon la saison. Donc plutôt 45 nœuds durant la saison de mousson et plutôt 60 nœuds durant la saison hivernale. Après, évidemment, chaque prévis doit s'adapter et puis ça va dépendre aussi des modèles qu'on utilise. Dans l'idéal, on suit les niveaux PVU, hein, donc 0,7 ou 1.5 ou la 2, s'ils sont disponibles. Sinon, on trace en gros autour de 200 HPA. Il est régulièrement autour de 200 HPA ce jet. Et donc, comme ce qui se passe dans les moyennes latitudes, il faut regarder les entrées gauche et sorties droite de ce jet. Pour ça, on peut aussi céder du champ de divergence à 200 HPA.
Donc voilà, donc là je suis représenté sur la gauche, on a le vent à 0,7 PVU avec les noyaux, pardon, avec en barbule c'est le vent seuillé avec un 60 nœuds je pense. Et puis en couleur, en plage de couleur bleue, c'est l'intensité du vent. Donc voilà ce contraste. À droite là, vous avez une espèce de vaste zone. Bon, ça veut dire qu'à l'intérieur on a ce jet et puis on a mis les noyaux de vent fort. On les représente avec le symbole classique des jets de haute latitude. Voilà. Alors ensuite, il y a tout ce qui est paramètres associés aux moyennes latitudes. Donc effectivement, comme ces paramètres de moyenne latitude, surtout en saison hivernale, ils peuvent descendre et concerner le nord de l'Afrique de l'Ouest. Donc en fait, tout ce qui a été créé pour les anasig sur l'Europe, eh ben on peut les utiliser sur les anasig sur l'Afrique de l'Ouest, donc surtout en période hivernale. Donc ça, je vais pas trop détailler parce qu'il y a toute la méthode anasig, elle est développée par ailleurs et puis c'est pas trop, c'est pas nous, c'est pas ce qu'on a, pas ce qui nous intéresse, c'est pas ce qu'on a développé non plus pendant la campagne à main. Donc voilà, je vais vite relater. Donc il y a l'axe du jet polaire, d'accord. Donc évidemment le jet polaire pendant la saison de mousson, il ne concerne pas. Enfin on le trace comme le STJ. On trace les fronts froids et fronts chauds. Alors, souvent ça arrive en hiver, sur le nord du Mali, sud de l'Algérie, on peut avoir les queues de front froid. En général, c'est plutôt des pseudos, quoi, mais on a souvent des queues de front froid qui passent, quoi. Et ça peut jouer, par exemple, sur des tempêtes de sable. Donc ça, c'est assez important quand même en hiver, quoi. Donc avec les symboles habituels, et on trace aussi tout ce qui est anomalie d'altitude, donc les foliations de tropopause. Donc là, pour ça, on set des images, bon, classiquement, hein, des images de vapeur d'eau et géopotentiels sur les surfaces de PV. Voilà. Ensuite, alors un élément qu'on avait aussi un répertorié, c'est le Talweg de haute tropo. Donc on l'appelle le UTT. Donc ça, on trace en général, donc en haute tropo, donc comme son nom l'indique, il y a 200 ou 300 HPA, et ça va être surtout intéressant pendant la période hivernale, puisqu'on va voir ces Talweg-là qui vont circuler relativement sud, largement sur le Mali, sur le centre du Mali, et sur le nord du Niger sans souci. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là j'ai tracé à gauche en isoline marron, c'est le géopotentiel à 300 HPA. On voit bien un Talweg. En fait, c'est des Talweg extratropicaux, donc ils sont bien marqués sur la Méditerranée et sur le nord de l'Algérie, et qui vont se prolonger jusqu'à des latitudes relativement basses, hein, jusqu'au 15 nord là. Là, à gauche, on a marqué où est-ce qu'était le Talweg, et le Talweg, donc, on le représente comme ça, avec cette espèce de pointillé bleu. Voilà. Et voilà. Et en noir, là, on a les anomalies tropopause dynamiques de Tropo, quoi. Euh, Ici, voilà. Donc là, voilà, là, on trace avec la vapeur d'eau, on trace aussi donc tout ce qui est anomalie dynamique et latente de Tropopause. Donc le Talweg, donc le Talweg extratropical, là, le Talweg de haute tropo, il a surtout son influence pendant la période hivernale. Donc il y a il y a une bonne synthèse de ces conséquences dans le handbook, dans le chapitre 2, il me semble, qui a été écrit par Peter Knipper, ça c'est cette partie-là. Et donc ça donne un peu tout ce qui est pluie de, de saison sèche, donc en particulier la pluie des mangues, quoi. Donc là je vais pas revenir sur ce mécanisme, mais c'est bien décrit dans le handbook. Donc en tout cas là j'ai mis un exemple d'anacide qui montre une tropicale plume en mars 2022. Donc c'est souvent la période associée, hein. Je trouve qu'en général c'est février, mars, avril, là c'est pas mal, quoi. Donc ici on a à gauche on voit le jet là. Alors là on n'a pas tracé les zones. Bon, il y a différents previews, on trace pas forcément le zonage du jet, mais enfin bon. Donc là on voit le jet on voit un jet de nord-ouest, ok. On a une belle rupture de jet ensuite sur le nord du Mali, et puis qui repart en jet de sud-ouest. Donc associé à cette rupture de jet, on a une anomalie latente là, et puis on a un bel axe de Talweg extratropical.
Ok. Donc là, on voit vraiment la plume tropicale. Là, si j'associais ça avec une image satellite, on verrait probablement beaucoup de nuages moyens et élevés sur cette partie du Mali liés à cette à ce Talweg. En fait, ce Talweg qui ramène de l'air chaud en moyenne tropos du sud-ouest. Et bon, et donc accessoirement là, on a aussi un événement de sable important. Voilà. Alors je passe au niveau, bougez pas, au niveau cinquième point, l'air sec de moyenne tropos. Alors l'air sec de moyenne tropos, donc c'est un air sec qui vient de très haute altitude, qui vient des moyennes d'altitude, voire même plus que ça, il vient autour du 50 nord à peu près, et il va descendre sur l'Afrique de l'Ouest de temps en temps. Donc c'est un air qui est très sec, hein. C'est-à-dire qu'on a un taux d'humidité relative qui est inférieur à 10%, même inférieur à 5%. Donc cet air sec, eh ben, il a un rôle un petit peu contradictoire, parce que donc soit il va vraiment augmenter, si on a une vaste plage d'air sec en moyenne tropos, ça va augmenter nettement la cine, et donc on va dire que les systèmes qui vont rentrer dans cet air sec vont, vont se dissiper rapidement. Et dans un second temps, cet air sec qui va empêcher la convection d'évolution d'urne de partir. Donc c'est bien de le baliser. Mais cet air sec peut jouer un rôle aussi inverse, c'est-à-dire que par le mécanisme de l'évaporation des précipitations, l'évaporation peut être plus intense due à cet air sec, et donc ça peut relancer la convection avec des cold pools qui seront plus forts, et donc les courants de densité qui seront plus forts. Donc on a un peu un rôle contradictoire de ces terres secs, et après c'est à l'appréciation du prévis de voir comment ça peut réagir. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir tracer ces plages d'air sec. Donc, alors ce qui nous intéresse évidemment le plus, c'est les plages d'air sec au sud du FIT, parce que c'est ce qui va rentrer qui va moduler la convection. Mais on a décidé de les tracer toutes dans du FIT quand même, et puis de toute façon on voit bien les plages d'air sec au sud du FIT. Alors les limites d'air sec, elles sont tracées toujours pareil, un peu comme le fit, on le trace dans le gradient le plus fort, d'accord. Donc pareil, on peut mettre des valeurs, mais et comme toujours, bah, comme le fit, on, euh, on choisit un des paramètres d'humidité, donc soit le TD, soit le θ', soit l'humidité, soit l'humidité relative. Donc nous, on aime bien travailler avec le TD à 500, le TD à 500 parce que c'est assez visible comme paramètre. On voit bien les différentes masses d'air, quoi. Euh, voilà. Donc l'air sec en général, on trace au niveau 500 HPA. Ça c'est un niveau qui est quand même pas mal, qui, est- qui résume bien ce qui se passe en moyenne tropos pour ça. Au nord du FIT, mais on va dire quand il passe au sud du FIT, il peut être un peu plus bas, donc on peut le chercher un peu plus bas. On va dire entre 400 et 600, voire un peu plus bas quand même. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter? Non, c'est bon. Oui. Alors, il y a aussi, on a remarqué quand même que parfois, quand on n'a pas vraiment d'éléments au sud du FIT, on utilise, alors pas l'air sec, mais on utilise ce TDA 500, parce qu'on remarque quand même qu'il y a des fois, dans l'air le plus chaud du TDA 500, c'est là où la convection d'évolution d'urne va partir. Alors, on va pas appliquer cette règle-là non plus de manière théorique, hein, il n'y a pas de souci, hein. C'est très empirique, mais c'est vrai qu'on a remarqué plusieurs fois, surtout en début de saison, au mois de juin, là, sur le Burkina, le sud du Niger, on trouve que vraiment dans les poches, dans les bulles d'air sec les plus chaudes, et ben ça marche pas trop mal pour voir la convection d'évolution d'urne qui part. Donc voilà, c'est un paramètre qu'on peut utiliser aussi par rapport à ça. Voilà, et donc il y a aussi possibilité en plein au cœur de la mousson que l'anticyclone de Sainte-Hélène remonte suffisamment au nord pour euh, pour amener des plages d'air sec de moyenne tropos sur le golfe de Guinée et même sur les pays côtiers du golfe de Guinée. Là, j'ai un exemple. Alors, on regarde l'exemple sur ce paramètre-là. Donc à gauche, on a le TD à 500 HPA. Donc sur la face nord, ben, c'est là où on va tracer les zones d'air sec comme ça, là, ok. Là, on voit bien les gradients qui sont assez marqués, quoi. Donc là, c'est un cas un peu particulier, hein. Ça arrive pas tous les jours non plus en été, hein. Ça arrive quelques fois, quoi.
On a ce cas particulier, là, on voit vraiment ces terres secs qui remontent sur tous les pays du golfe de Guinée, quoi. Donc, c'est important à signaler que, par exemple, pour le cas, le cas extrême des pluies Yawaga en août, en septembre 2009, cette terre sec a contribué à forcer la dorsale d'une onde qui venait de passer, et ça a ralenti la deuxième onde d'est qui arrivait, qui a permis un peu de créer le mésovortex qui a fait des dégâts sur Burkina. Donc voilà, donc cet air sec, il est important à tracer également pour ce genre de choses, même si ça peut être un peu plus complexe. Donc voilà, le tracé, c'est pareil, c'est un trait bleu là qui est trait bleu continu, quoi. Ensuite, donc le jet d'est tropical. Alors le jet d'est tropical, faut pas le voir comme un jet de moyenne latitude, c'est-à-dire que là, on n'a pas faut surtout pas raisonner en termes de entrée gauche, sortie droite. Il y a pas du tout, il va pas influencer la convection par rapport à ces éléments-là. Donc c'est un jet d'est qui module la convection, mais à un degré un peu secondaire. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas forcément bien compris comment on pouvait bien utiliser ce jet d'est, mais il y a quand même quelques éléments qu'on peut apporter. Donc pour le tracé, on analyse le vent horizontal donc en haut de tropos. Alors souvent, ce qui est pas mal, c'est qu'entre 100 et 200 HPA, on le voit. Alors en général, le noyau supérieur autour de 100 HPA, il est lié à la mousson indienne par l'intermédiaire de la branche de Walker. Donc et on voit si on, en gros si on a vraiment on a des poussées de la mousson indienne pendant un petit moment, on va avoir ensuite ce jet d'est à 100 HPA relativement haut qui va venir sur toute la partie est de l'Afrique. En général, ces noyaux-là, on les voit jusque sur le Tchad, Soudan, enfin Éthiopie bien sûr, Soudan, Tchad. Rarement plus à l'ouest que le Tchad. Si je fais des erreurs, n'hésitez pas à m'interrompre. Euh, Tandis que le second noyau, lui, il est lié plus directement au système convectif intense via la circulation divergente d'altitude. Alors c'est pareil, est-ce que c'est le MCM, pardon, est-ce que c'est le MCS? Le MCS va pouvoir déclencher cette circulation d'altitude et, et réciproquement, si on a une belle circulation d'altitude, ça peut intensifier les systèmes convectifs aux alentours. Donc là, on ne sait pas trop la cause et la conséquence, et voilà pourquoi on trace aussi ce second noyau plutôt à 200 HPA. Euh, En tout cas, ce qu'on a remarqué sur les noyaux liés à la mousson indienne, c'est que souvent, avant la formation d'une onde d'est sur le Soudan, on va dire à peu près, on a des poussées de TEJ pendant quelques jours, et après on se rend compte il y a une formation d'onde d'est en, en aval. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on commence un peu à comprendre un peu mieux, quoi. Même si on comprend pas tout. Alors les noyaux sont mis en valeur. Donc là, le jet d'est tropical, c'est pas comme je vous le disais, c'est pas un jet aussi marqué que ceux sur les moyennes latitudes. Donc les seuillages sont inférieurs, hein. Donc en gros, on peut avoir des jets à 40, 50 nœuds, quoi. Et on trace l'axe du vent max le long des lignes de flux avec le symbole, par contre avec le même symbole, mais le jet d'altitude. Et celui-là, c'est un jet d'est. Et on indique les niveaux de pression. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc en rouge, j'ai mis le jet d'est à 200 HPA avec un seuillage à 45 nœuds, je pense. Et en bleu, sur la droite, sur l'est, j'ai mis même chose, mais à 100 HPA. Donc voilà comment on trace ces noyaux. Donc on indique, alors normalement on indique aussi la valeur du seuil là, que j'ai pas marqué. Euh, voilà, donc on essaie de tracer plutôt la zone que juste l'axe. Ok. Donc là on a sur la gauche, on a bien 200 HPA, donc c'est-à-dire qu'il y a des systèmes convectifs qui doivent circuler en gros autour du 15 nord, là, entre le Burkina et le Nigeria, et qui accélèrent ce vent par la divergence d'altitude. Et sur le Soudan, donc on voit sur le Soudan et qui déborde légèrement sur l'est du Tchad, on a ces noyaux reliés à la mousson indienne. Ensuite, alors le jet d'est africain, donc le jet africain, c'est ce qui va piloter les ondes d'est, hein, donc c'est un élément fondamental. C'est quand même c'est dans les noyaux du jet d'est africain que les ondes d'est vont prendre leur énergie.
Donc en général, voilà, au sud de l'AEJ, vous avez une convection profonde, ok, et au nord de l'AEJ, vous avez une convection sèche. En fait, vous avez une zone de transition, c'est juste au nord de l'AEJ, avec l'air sec disponible, c'est le lieu où vous avez le plus de chances de trouver des lignes de grain. Et puis on sait que pour plein de raisons, que ce qui se passe au nord de l'AEJ et ce qui se passe au sud de l'AEJ, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est pour ça que c'est important de tracer pas uniquement les noyaux de GEA, qui eux vont servir à donner de l'énergie aux ondes, mais aussi à tracer l'axe du GEA pour savoir si on se place au sud du GEA ou au nord du GEA. Il y a plein d'explications sur cette différence entre le nord du GEA et le sud du GEA dans le handbook, dans le chapitre 2, qui expliquerait beaucoup mieux que moi. Voilà. Alors, les noyaux sont mis en valeur avec un seuillage en général entre 20 et 30 nœuds. Ok. Donc c'est pareil, ça va dépendre du modèle, mais on peut même avoir des noyaux à 35 nœuds sans problème, quoi. Et l'axe de vent max est tracé sur tout le domaine. Donc là, forcément, on prend un seuillage qui est un peu plus bas, donc autour de 15 à 20 nœuds. Donc le symbole, on utilise le symbole des anasiques qui est le jet de moyenne altitude. Donc c'est une flèche verte. Alors, il n'y a pas de raison que que le GEA soit, enfin, que l'axe du GEA soit continu sur tout le domaine de l'Afrique. Donc, il peut très bien être interrompu. Ça, je vais vous le montrer ensuite. Et donc, la valeur du seuillage des noyaux est indiquée. Et ensuite, au nord de l'ITD, on peut tracer également un axe de vent fort de moyenne altitude. Ce qui peut arriver, c'est qu'au nord de l'ITD, vous avez souvent un vent de nord-ouest, une accélération du vent de nord-est. Et une fois cette accélération, à un moment, elle va passer au sud du FIT, et ce qui va venir accélérer le JEA au sud du FIT. Donc c'est pour ça qu'on trace des, euh, des axes de vent forts au nord de l'ITD qui peuvent avoir ensuite, les jours après, une influence sur le JEA lui-même. Alors voilà comment on trace. Alors là, sur ce premier graphe, je trace le noyau de JUA. Donc j'ai fait un seuillage à 30 nœuds, ok. Donc on voit trois noyaux que j'ai représentés avec des cercles, ok. Donc ça c'est mes noyaux de JUA avec un minimum de seuillage de 30 nœuds. Et là j'ai représenté les jets de moyenne altitude qui circulent au nord du FIT, comme ça, mais pas avec des noyaux pour bien les différencier des noyaux de JUA. Ensuite, le deuxième tracé, c'est l'axe du JUA. Donc l'axe du JUA, on va seuiller on va seuiller un peu moins fort. Là, on a seuillé à 22 et on voit un axe qui se dessine. Okay. Comme ça, on peut tracer l'axe sur toute la longueur de l'Afrique. Là, ici, comme il y avait une onde d'est qui prenait un peu un trajet, enfin, comment dire, le Talweg prenait des allures un peu de tourbillon. L'onde d'est a forcé le JEA à prendre une direction plus sud, et donc on a bien une interruption du JEA, d'accord? C'est pas grave, ça, on s'interrompt, on reprend un peu plus nord, et ça indique qu'il y a vraiment une interruption ici, mais au moins on a le JEA sur toute l'Afrique. Okay, donc ça, c'est un cas assez classique. Euh, voilà. Ensuite, alors ça c'est donc les ondes d'est maintenant. Alors les ondes d'est, alors c'est vrai que souvent, quand on parle d'ondes d'est, on fait un peu un raccourci. En fait, on parle souvent d'ondes d'est en lieu et place du Talweg de l'onde d'est. En fait, on sait que ce qui est à surveiller et ce qui est dangereux, en tout cas qui est à la convection, c'est le Talweg de l'onde d'est. Et donc, à force, maintenant, on parle souvent uniquement de l'onde d'est, alors qu'on doit à chaque fois parler du Talweg de l'onde d'est. Donc ça, faut y faire attention. Alors, une onde d'est, donc, en premier lieu, on la met en évidence par le vent et les lignes de flux en moyenne altitude. Donc en général, on la trouve entre 700 et 600 HPA, et donc c'est les flux qu'on regarde. Et puis, on complète avec les diagnostics VISVA adaptés, en particulier le transport méridien. Donc, je vais vous montrer un exemple après. On trace également les dorsales des ondes d'est, donc les dorsales de moyenne tropo, de la même manière. Alors les dorsales, souvent, moins marquées. Et quand bien même elles sont marquées, on peut pas dire que dans la dorsale, il y aura peu ou pas de convection. Ça marche quand même pas très bien. Il y a quelques cas où ça marche, et vraiment, il y a des conditions particulières.
Mais il faut faire attention de ne pas imaginer que quand on trace une dorsale, il va rien se passer au niveau convectif. Ça peut un petit peu inhiber la convection, mais faut s'en méfier quand même, quoi. Alors parfois, on voit aussi des talwegs de moyenne tropo, mais on sent que c'est pas tout à fait une onde d'est qui est bien marquée. Il y a une petite influence, mais on va perdre ce talweg un jour ou deux après. Donc là, dans ces cas-là, nous, on hésite à positionner une onde d'est, ce qui n'empêche pas qu'on a envie quand même de marquer quelque chose. Donc ça c'est un truc qu'on a rajouté un peu en plus nous au CICMF. Donc on trace parfois juste un axe de Talweg sans que ce soit une onde d'est, en pointillé avec une ligne pointillée. Et donc on rajoute à côté pour bien montrer ce que c'est, on rajoute que c'est un Talweg, donc selon l'altitude à 600 ou 700 HPA. Voilà. Et pour tracer précisément l'axe de l'onde d'est, je vais vous montrer comment on fait. Alors, ligne de flux et le vent à 700 HPA. Donc ici, vous avez, ça c'est un cas de doute. Donc j'ai tracé à 700 HPA les lignes de flux et le vent. Donc on voit nettement, bon c'est un cas canonique, hein, donc il n'y a pas trop de doute. Hein. On voit nettement la rupture. Donc on essaye de tracer l'axe du Talweg de l'onde dans la cassure la plus prononcée du vent, okay, ou des lignes de flux. Quoi. Donc là c'est un exemple assez marqué. Alors ce qu'on peut faire pour tracer bien pour préciser vraiment l'axe, on peut faire des coupes verticales du vent méridien. Et donc en fait, si on fait une coupe verticale du vent méridien, normalement, théoriquement, le vent méridien doit s'annuler au passage du Talweg de l'onde d'est, d'accord? Donc à gauche, à l'ouest, on va avoir du vent de nord, à l'est, on va avoir du vent de sud, et si on regarde l'isoline 0, ça indique l'isoline 0 du vent méridien, ça indique normalement exactement le passage de l'onde d'est. Okay, donc on peut s'aider de ça pour tracer. Il faut faire plusieurs coupes hein, pour essayer de prendre tout en compte toute la dimension du Talweg. Euh, voilà. Alors ensuite, on peut, une fois qu'on a regardé les flux et le vent en moyenne tropo, on regarde aussi les diagnostics MISVA, et en particulier le transport méridien. Le transport méridien, ça nous montre bien la séparation entre le flux de nord et le flux de sud. Ça va nous aider à mieux localiser l'onde d'est. Donc si on regarde là sur cet exemple, ok, on voit bien vraiment l'axe qui sépare bien les deux vents, à l'est, donc à l'arrière de l'onde d'est du vent de sud, et à l'avant, à l'ouest du vent de nord. Et on peut également s'aider, alors ça va dépendre du contexte aussi, parce que si on a plusieurs ondes qui sont passées, on va avoir une atmosphère qui se humidifie un peu partout, donc là on n'aura plus exactement un cas typique. En tout cas sur cet exemple ça marche pas trop mal, on va s'aider de l'eau précipitable. Donc les phases humides et sèches de l'onde, c'est-à-dire à l'arrière du Talweg et de la dorsale respectivement, vont correspondre aux anomalies d'eau précipitable et de vent de basse couche associées. Si on regarde ce qui se passe pareil avec notre onde d'est, on a bien ce qu'avait caractérisé Emmanuel Port, c'est que vous avez, avec une onde d'est, dans un cas théorique, vous avez le dipôle anomalie humide d'eau précipitable, anomalie sèche d'eau précipitable, anomalie humide à l'arrière du Talweg, anomalie sèche à l'avant du Talweg. Et donc là, on retrouve bien cette anomalie ici sur cet exemple, bon, qui est moins flagrante que sur un modèle, on va dire théorique, mais ça marche pas mal quand même, d'accord. Donc on utilise aussi cette anomalie d'eau précipitable. Okay, ouais, donc là c'est l'anomalie d'eau précipitable. Donc les valeurs bleues c'est plus humide que la moyenne et les valeurs rouges c'est plus sec que la moyenne. Donc c'est pour ça qu'il y a des valeurs négatives. Alors évidemment en théorie il faut aussi afficher, travailler avec le champ brut de l'eau précipitable. Donc voilà comment on peut caractériser une onde d'est avec ces différents champs. Alors ensuite, qu'est-ce que ah oui. Alors je vais passer sur la dorsale. Je Vous pouvez reviendrai sur les autres. revenir un peu sur ça, Nicolas. Pardon? Vous pouvez reprendre un peu l'explication du passé là. Oui. Bon, Sur l'eau précipitable voilà. ou sur celui-là là? Voilà, c'est ça, oui. Ok. Donc en fait, alors je reviens sur celui d'avant. À l'arrière de l'onde du Talweg là, il y a un flux de sud. Et en fait, si l'atmosphère est standard, on va dire que le flux de sud, il va ramener plutôt de l'humidité, forcément, parce que normalement, il y a plus d'humidité sur la partie sud de l'Afrique de l'Ouest que sur le nord. Il va ramener plus d'humidité, donc ça va créer une anomalie humide à l'arrière du Talweg. Exactement de la même manière, mais inversement, à l'avant du Talweg, on a plutôt un flux de nord,
Donc ce flux de nord, il va ramener dans une atmosphère standard plutôt de l'air sec. Donc ce qui va créer une anomalie sèche. Et donc ça crée un dipôle, anomalie humide, anomalie sèche. D'accord? Ça, c'est si on regarde ce qu'a fait Emmanuel Pohan dans sa thèse, là, on voit, il a traité un cas, un modèle composite qui est un modèle idéal, et on comprend beaucoup mieux que sur les cas réels, parce que sur les cas réels, c'est un peu plus flou. En tout cas, là, ça marche pas trop mal. Donc, on a bien à l'avant de l'onde, un dipôle. Enfin, l'onde est caractérisée par un dipôle sec à l'avant et humide à l'arrière. Mais on raisonne bien en anomalie, hein, parce que si on raisonne en eau précipitable brute, le, 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 le signal est trop flou, quoi. Voilà, c'est bon. Alors, je passe au dorsal, juste un petit exemple. Voilà, donc ça, c'est, je vais vous montrer toutes les 6 heures une image infrarouge avec les lignes de flux à 600 HPA en bleu. Donc ça, c'est à 0 heure. On a, ouais, alors j'ai mal positionné le trait, la dorsale, là. Donc la dorsale, elle est ici. Voilà, elle est ici, la dorsale, ok. À 12 heures, la dorsale est ici. Elle est bien marquée quand même, cette dorsale. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe l'après-midi quand la convection d'évolution d'onde se met en place. Donc ça, c'est à 18 heures. À 18 heures, vous avez la dorsale qui s'est décalée sur RCI et Sud-Ouest Mali. Et à 0 heure, la dorsale qui s'est décalée sur la Guinée et la Sierra Leone. Donc ce qu'on voit, alors il doit y avoir d'autres paramètres, hein. Enfin, c'est pas un cas d'étude que je connais bien, mais il doit y avoir d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, on est le 28 août, donc on est quand même en pleine saison de mousson, et on voit on a un ciel pratiquement clair sur toute la partie ouest de l'Afrique de l'Ouest. Donc on peut imaginer que sur cette dorsale-là, il y a un impact quand même assez important sur le fait de bloquer d'inhiber la convection, quoi. Voilà. Alors à voir, faudrait creuser, il faut voir, c'est peut-être pas que ça qui fait que c'est pas parti. Mais c'est assez marqué quand même parce qu'on a vraiment rien qui part, même pas des petits cumulus. On reste dans un air très très sec, quoi, d'accord. Et ce que j'ai représenté en isoline verte là, c'est le gradient du fit. Donc en gros on voit le gradient du fit là. Donc on est bien au sud du fit et on n'a pas du tout de convection qui part. Donc voilà. Bon, voilà juste pour montrer que la dorsale peut quand même avoir dans certains cas un certain effet, quoi. Bien, vraiment s'en méfier, quoi. En tout cas, ça marche pas trop mal parce que ce qu'on voit que sur l'est, ici, là, on a un Talvey avec le 600 et à l'avant du Talvey, on a la convection. Donc on a sur cette image, on a un peu un cas d'école où la dorsale empêche la convection et le Talvey favorise la convection. Bon, ça marche pas toujours aussi bien. Alors je vais revenir sur les ondes d'est. Alors comment nous on a une certaine nomenclature qu'on applique. En gros, les ondes d'est, la première en général qu'on diagnostique, c'est au début juin. Et la dernière, c'est plutôt fin septembre, mi-octobre. Alors, on a décidé de prendre comme convention, donc on écrit onde d'est, ensuite on écrit le numéro d'apparition dans la saison, d'accord? Donc la première qu'on voit, c'est la numéro 1, la deuxième qu'on voit, c'est la numéro 2. Donc c'est-à-dire elles sont pas classées d'est en ouest, elles sont vraiment classées dans l'ordre d'apparition sur le domaine, quoi. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir une onde qui apparaît à l'ouest d'une onde qui est déjà marquée, donc on aura un numéro plus élevé que l'onde plus à l'est. Bref. Et ensuite, on marque la latitude de détection. Donc la première fois où on voit l'onde d'est, on regarde sa latitude et on la note ici, d'accord. Donc par exemple, onde d'est 23 10 est, la 23e onde d'est de l'année qui a été détectée la première fois au 10 est. Donc en général, on les repère entre le 10 et 30 est. On, les plus à l'est qu'on repère, c'est à peu près sur le Soudan, donc autour du 25 est, 30 est. Jamais beaucoup plus à l'est. Et souvent, justement, ça nous aide aussi les diagnostics là de MISVA, donc le transport méridien et puis les anomalies non précipitables. Souvent, les lignes de flux là, surtout sur le Soudan, elles sont pas encore bien formées. Il n'y a pas vraiment un tourbillon qui est bien marqué. Et on arrive avec le transport méridien et l'eau précipitable à détecter une onde d'est un petit peu plus tôt qu'avant. Donc, on a une détection plus précoce grâce à ces diagnostics. Avant, pour voir vraiment les circulations cycloniques des ondes d'est, avant, il fallait attendre vraiment qu'elles soient sur le Tchad. Maintenant, sur certains cas, on les voit quand même plus tôt. Donc ça, c'est assez intéressant.
Donc en gros, on a une trentaine d'ondes par saison, ok? Donc là, j'ai listé sur les 6-7 dernières années. Vous voyez, ça s'échelonne entre 27 et 37. Alors cette année, ça va probablement être une année assez faible, puisqu'on est le 8 septembre et on est à l'onde d'Est 22, je crois. Ouais, 22. Donc il y a peu de chances qu'on fasse, qu'on arrive à 30, c'est pas sûr, hein. Mais bon, voilà, c'est une année où il y a pas trop d'ondes. Alors est-ce que ça s'explique par d'autres phénomènes? Ça, c'est Philippe qui nous dira ça. Alors, on arrête la prise en charge des ondes d'est au 20e ouest. À partir du moment où elles passent au 20e ouest, donc le 20e ouest, c'est au large de Dakar, on s'en occupe plus. Là, c'est plus notre domaine. Et là, ça passe au domaine du centre de Météo France Antilles-Guyane. Donc, c'est eux qui prennent le relais. Alors, eux, ils marquent pas ça en onde d'est, parce que c'est plus une onde d'est, hein. Eux, ils marquent que c'est des ondes tropicales. Donc ils marquent OT et pareil, ils les numérotent selon l'apparition dans la saison. Et si ces ondes ensuite sont diagnostiquées par le centre cyclonique de Miami en cyclone, eh ben, on perd la numérotation en ondes tropicales et ça devient des cyclones. Bon, je vous montre le DIRAG de hier, pardon, l'ANASIG qui est élaboré par le centre anti-Guyane de Météo France. Donc c'est celui d'hier à 12 heures, ça. Donc, ce qu'on voit, on voit trois ondes tropicales, ok. Donc l'onde 34 ici, l'onde 33 ici, l'onde 32 ici, et on a le cyclone Earl qui a été diagnostiqué par Miami il y a quelques jours. Alors ce qui est étonnant, ça marche pas toujours à chaque fois, mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai bien regardé. Actuellement, tout ce qui est sur le bassin atlantique, c'est que des ondes d'est, ok. Et ça marche bien parce que c'est dans l'ordre. Donc c'est-à-dire que Earl, ça a été l'onde d'Est 18. Alors, elle était marquée en onde d'Est tropicale 31 par la DIRAI, et après qu'on s'est passé en cyclone, donc ça a été renommé par Miami. Donc en tout cas, l'onde d'Est 18 qui est sortie d'Afrique a donné ce cyclone Earl. L'onde d'Est 19 correspond à l'onde tropicale 32 de la DIRAI, l'onde d'Est 20 la 33 et l'onde d'Est 22 la 34. Donc normalement, on aurait pu avoir 18, 19, 20, 21, mais la 22, on l'a mise après la 21 parce elle s'est manifestée relativement ouest. On l'a mise lundi, je crois. Non, mardi. Bref, il n'y a pas longtemps. Et on l'a mise au 5 ouest. Donc c'était très, très à l'ouest. Donc il y avait déjà l'onde 21 qui était créée. Mais en gros, quand même, c'est assez flagrant que pour cette journée, là, ça marche pas mal. Alors en général, hein, bah, comme on le voit, la DIRAG, ils sont déjà à l'onde 34, alors que nous, on est à l'onde 22, mais ce qui est pas du tout anormal, hein. Eux, il y a pas mal d'ondes tropicales qui se créent à l'intérieur du bassin atlantique, et donc c'est normal qu'ils aient plus d'ondes en fin de saison. Donc en général, je crois qu'ils dépassent 40 sans problème. Par contre, dans l'autre sens, c'est vrai que majoritairement, pas des statistiques, mais je pense que 9 ondes d'Est sur 10 sortent d'Afrique et reprise par la DIRAI. Donc voilà, il y a assez peu d'ondes d'Est, ça existe, hein, mais il y a assez peu d'ondes d'Est qui se dissipent avant l'Atlantique. Voilà. Ensuite, la dorsale, j'en ai parlé. Nicolas, il Ensuite, y on avait va juste Oui, je sais vas-y. pas si tu m'entends, il y avait une question, je crois, une main levée là de Cécile. Je sais pas si elle vous posait sa question. Et voilà, Oui, bonjour à tous. Mais en fait, tu as répondu à ma question. C'était donc je suis Cécile Marilus, je suis en Guadeloupe. Et Oui, ma question c'était sur la différence en fait du nombre d'ondes parce que en direct ouais. effectivement on en compte 40 mais voire même des saisons à 60. Ah oui, Et d'accord. on avait vu Ok, lors d'une précédente présentation que vous n'en comptiez qu'une trentaine. c'est ça, Donc c'est c'est pour ça. comprendre la différence, savoir s'il y avait Hmm. une différence de méthodologie, d'essuyage différent, de ce genre de choses. Euh, Non, alors je pense qu'il y a aussi pas mal d'ondes qui se forment relativement sur l'extrême ouest de l'Afrique, et celles-là, en fait, on n'a pas vraiment le temps, nous, enfin, pas le temps. Ça nous intéresse pas trop de les nommer finalement c'est-à-dire qu'elles se forment ouais, juste c'est sur le ça. Sénégal, puis après elles partent. mm, Donc nous, on va les mettre en Talweg, on va pas se dire, bon, on va mettre une onde d'est alors qui va tout de suite sortir dans notre domaine. Je pense qu'il y a aussi des ondes qui existent bien sur l'Afrique de l'Ouest, pas forcément en prise, enfin, qu'on va pas nommer, mais qui passent après en onde tropicale pour vous. Ouais. Je d'accord. pense qu'il y a les deux raisons, quoi. Ok. Oui, je te rejoins sur la littérature, et notamment il mentionne le haut plateau de Guinée.
Et Oui, 1% bah là, c'est ça. naturellement inclus pour Et oui, l'intensification des zones d'est, qui sont et oui, faibles oui. sur le Sahel et qui prennent de l'intensité au sortir de l'Afrique. Voilà. Et c'est vrai que nous, bon, en gros, hein, certes, nous, on suit le Sénégal, mais ce qui nous intéresse vraiment, nous aussi, CMF, c'est vraiment ce qui se passe Burkina, Mali, Niger. Donc, passe sur le Sénégal, on va peut-être passer un peu vite, quoi. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'on a peut-être un peu moins d'ondes que ce qui sort, quoi. Ok, merci. Moi, j'avais juste un Alors, commentaire, oui, voilà, vas-y. c'est un peu connexe. C'est vrai qu'il y a peu d'ondes d'est cette année. Vous avez remarqué, par exemple, que sur les 22 kV, est-ce qu'elles étaient plus efficaces, justement, en termes de convection Oui. que les... Ouais, c'est ça. Ah oui, oui. Moi, je trouve on en a eu moins, mais alors elles étaient toutes marquées, quoi. Parce que il y a des années précédentes où on en avait, mais qui disparaissaient, qu'on voyait pas bien. Là, cette année, moins, mais plus efficace. Oui, alors ça, sans problème. Ouais. Oui, je trouvais aussi, ça, c'est vraiment mon sens, qu'il y avait 20 ondes, mais 20 vraies ondes. Absolument. Et Ok. du coup, j'ai une question par rapport. Enfin, vous avez observé qu'il y avait moins d'ondes d'est. Nous, on observe une saison cyclonique qui a du mal à démarrer. Euh, voilà, on a le premier ouragan, ben, c'était Daniel, je pense. Ouais, voilà. Donc, assez tard, il y a un lien de cause à effet. Est-ce que c'est les ondes d'Est qui viennent plus d'Afrique qui seraient susceptibles d'évoluer en cyclone, contrairement à celles qui naissent plus à l'ouest? Euh, ouais, pour répondre à ce que j'en pense. Faut voir la chose de deux manières différentes. Soit il faut justement certaines perturbations un petit peu stochastiques, et peut-être qu'il faut justement 30 ou 40 ondes d'est pour qu'il y en ait une qui perce un cyclone. Ça, c'est une possibilité. Et après, je pense qu'il y avait quand même des conditions à grande échelle assez particulières cette année sur l'Atlantique, avec à la fois avec le flux d'anticyclone qui avait l'air de faire monter les dépressions, si je ne me trompe pas. Peut-être une double interaction, quoi. Et que les ondes d'est étaient plus nombreuses, et des conditions de grande échelle pas forcément favorables à un creusement de ces ondes. Après, c'est à regarder un peu a posteriori, je pense. Mm. Ok. Allez, je continue. Allez, Alors, Mais une plus pour minute. longtemps. Je crois qu'il y a une autre Donc, question. ah, Il y a une pardon. question de Abdel. Vas-y. Ah oui, oui, bonjour Nicolas, c'est Abdel Conservo de l'Anam Burkina. Bonjour. C'est juste une petite correction au niveau de la première diapositive de nomenclature d'Ondes là. Ça. Voilà, c'est longitude de détection au lieu de latitude, je pense. Ah oui, absolument. C'est un truc que j'avais déjà repéré dans mon présentation qui était faux. Absolument. Ok, Désolé. Tout à c'est fait. juste ça. Merci. Non, non, mais merci. Ouais. Effectivement. Ça peut prêter à confusion. Oui, oui. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Alors, je continue. Donc, on trace également les tourbillons cycloniques. Donc, les tourbillons cycloniques, bon, comme n'importe quel tourbillon, ça peut générer de la convection. Donc, ça, on regarde un peu ces tourbillons, donc à 850, voire à 600. OK. Et on va, euh, on va aussi regarder les tourbillons cycloniques qui sont associés à l'onde d'est. Parce que les ondes d'est qui vont être bien marquées vont être associées et vont être liées à des tourbillons. Donc majoritairement à 600 HPA, mais si bon, on peut très bien avoir ce tourbillon peut s'étendre dans les basses couches jusqu'à 850 HPA, qui permet parfois un peu de quantifier le dynamisme des ondes d'est. Voilà comment on les trace. On a pris le symbole C comme curve en anglais, et ensuite on rajoute le niveau d'altitude 600, 850 HPA. Donc là, en général, on les seuille on prend soit le tourbillon absolu, soit le tourbillon relatif. Il n'y a pas une grosse différence vu les latitudes en jeu. Et donc je trouve qu'un seuil, alors c'est peut-être un peu fait, mais on va dire 6 à 10, 10,5 secondes moins 1. Voilà, bon, c'est un seuil un peu empirique. Mais... Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc à gauche, on a les lignes de flux et le tourbillon à 600 HPA. Ça, je crois que c'est l'onde actuellement. Là, non, ça c'est l'onde d'Est 20, ça c'est l'onde d'Est 21 qui arrive dans 2-3 jours là, sur la Guinée. Là. Donc voilà, donc on a bien le flux à 600, et puis on a un tourbillon très marqué, donc vous voyez, qui accompagne cette onde d'est. Et j'ai fait une coupe verticale, donc qui est repérée ici. Donc j'ai mis le niveau 600 là. Vous voyez bien que sur le tourbillon, il a son maximum au niveau de l'AEJ, au niveau de 600 HPA quoi, et il va se prolonger relativement de manière importante sur l'altitude.
autant dans les couches un peu plus supérieures que dans les basses couches, À 850 HPA, on aura aussi un signal assez fort sur ce tourbillon. Donc là, typiquement, on devrait rajouter C600, 850. Voilà, un tourbillon qui s'étend entre 850 et 600 HPA. Donc c'est important de marquer ces tourbillons-là aussi. Et parfois, quand on est relativement à l'est, on voit pas vraiment de Talvec non plus, mais on va commencer à avoir des tourbillons à 600 HPA sur le sud du Soudan. Ça peut aussi nous aider à détecter les ondes d'est plus précocement. Alors ensuite, on a les tracés de moon sunburst, donc c'est vraiment les poussées de mousson. Donc ça, on trace grâce au vent fort de basse couche, donc les poussées de vent de sud-ouest, et les tracés, donc les poussées de nord, eux qui vont plutôt apporter de l'air sec. Donc au nord de l'ITD, on les trace de la même manière. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Transport méridien, donc j'ai tracé j'utilise le transport méridien majoritairement, et puis aussi tout ce qui est en basse couche. Donc on voit qu'ici on a vraiment une poussée de sud sur le Nigeria et sur l'est du Mali. Donc c'est représenté comme ça avec une flèche rouge ici là. Et ensuite on a des poussées de nord. Alors souvent on a des poussées de nord. Bon, ça c'est assez classique, c'est climatologique, hein, c'est les alizés. Mais après là vous avez surtout des poussées, des advections d'air sec qui sont assez récurrentes. C'est selon en fonction ce qui se passe aux moyennes latitudes. On a des advections d'air sec de grande échelle qui se manifestent principalement sur la Libye, et après qui vont s'étendre plus au sud, notamment sur le Tchad, et qui régulièrement, pendant la saison de mousson, vont faire baisser le fit sur le Tchad assez sud, voire même aussi, ça peut aussi concerner le nord-est du Niger. Donc on essaie de regarder un peu ces grandes phases là de nord et de sud. Alors on a un autre point, voilà, ça c'est ici. On a un autre point, alors ça c'est un point un peu délicat, c'est le Talvec de mousson 850 HPA. Donc le Talvec de mousson 850 HPA, théoriquement c'est quelque chose qui permet bien de définir la convection, notamment la convection d'évolution diurne. Donc en gros c'est une ligne, une zone où on a les maximums de tourbillons à 850, et préférentiellement c'est là où la convection d'évolution diurne va se développer. Donc nous on avait pas mal parlé avec les prévis africains à l'époque, et eux c'est quelque chose qu'ils arrivaient bien à mettre en exergue et qu'ils arrivaient bien utilisé. Nous quand on a essayé de le faire, on a eu du mal. Et donc c'était prévu que ça s'intègre dans les ANASIG. Et finalement, quand on n'arrivait pas nous à bien voir cette chose-là, en tout cas bien l'utiliser, on a préféré l'abandonner plutôt que de faire des erreurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est ouvert à discussion, parce qu'effectivement, on s'est un peu, alors on n'a pas poursuivi dans cette voie-là. Donc voilà, ce Talbeg là par exemple, regarde à gauche, on a le vent à 850 HPA et le tourbillon à 850 HPA avec un certain seuil. Et en gros, on arrive plus ou moins sur cet exemple à tracer une ligne de maximum de tourbillon à 850 HPA. Donc là, ça reprend, enfin là, sur l'Atlantique, c'est la ZTIT. Et voilà comment on pourrait tracer cette espèce de Talvec de mousson. D'accord? Donc nous, on avait pris comme symbole le symbole de la ZTIT peu active. A priori, il ne peut pas y avoir confusion, parce que la ZTIT, on la trace que sur l'Atlantique. Donc voilà ce qu'on avait commencé à faire. Et donc, évidemment, ça sera un paramètre intéressant. Si c'était vraiment bien défini, nous, ça nous intéresserait, parce que l'évolution dure, c'est quelque chose dont on a beaucoup de mal à prévoir. Mais voilà, on n'était pas, au bout du compte, on n'a pas été convaincu par ce tracé, mais c'est complètement ouvert, parce que je sais qu'il y a certains centres, enfin, en tout cas certains privés africains à l'époque, qui étaient bien pointus là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est une question ouverte. Mais je voulais quand même en parler, même si nous on ne trace pas. Voilà, donc une fois qu'on a tout tracé, il reste les deux éléments de temps sensible, on va dire l'activité convective et le sable. Alors là, je passe un peu vite. Donc l'activité convective, ça c'est, vous pouvez vous rapprocher du chapitre 3 pour voir pour tout ce qui est convection. C'est le chapitre de Jean-Philippe sur la convection. Donc les zones convectives, elles vont résulter de la combinaison de plusieurs facteurs favorables.
Donc voilà, on n'utilise pas les paramètres finaux des modèles, mais avec tout ce qu'on a écrit avec tout ce qu'on a écrit tout ce qu'on a positionné sur la NASIG, ça nous permet d'avoir une intuition de ce qui peut se passer, au moins au niveau synoptique sur tous les systèmes convectifs, quoi. Après, c'est pas la NASIG qui va nous dire où est-ce que l'évolution d'urne va se développer, hein, surtout surtout quand il y a peu de forçage. L'évolution d'urne, c'est quelque chose avec laquelle on a encore du mal. Enfin, je vais faire un point sur la poussière. Donc sur la poussière, il y a un chapitre qui est dédié dans le handbook donc qui s'appelle Dust, donc qui est un chapitre très intéressant pour les freebies. Moi, je trouve vraiment bien fait, donc n'hésitez pas à le regarder. Alors en ce qui nous concerne, donc on ne différencie pas les réductions de visibilité par sable ou par poussière. Donc voilà. Sur des observations, il y a bien la différence entre sable et poussière, mais nous on va pas faire la différence. Quand déjà on arrive à bien zoner les zones de réduction de visibilité, on est content. Donc on utilise le même symbole. Alors on n'a pas encore de brume sèche, le symbole pour la brume sèche, donc c'est pareil. On va utiliser le même symbole ou parfois on rajoute le nom brume sèche. Ça c'est encore un peu flou. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On différencie les réductions des visibilités selon s'il y a un vent fort sur le domaine ou selon s'il y a un vent peu marqué. Ok. Donc si vous avez du sable en suspension, une zone où il y a des réductions de visibilité importantes, mais où il n'y a pas vraiment une tempête de sable, il n'y a pas vraiment de vent fort, là on passe comme symbole le S, ok. Donc c'est sable en suspension. À partir du moment où on a des visibilités inférieures à 5 km, on positionne ce symbole. Si les visibilités sont très basses, c'est-à-dire inférieures à 1,5 km, on ajoute un plus sur ce symbole pour différencier quand même. C'est quand même pas la même chose d'avoir des visies à 5 et des visies à moins d'un 5. Voilà, donc normalement on doit faire ce distinguo. Ensuite, on a ce qui est les tempêtes de sable. Bon, pour positionner une tempête de sable, normalement on utilise deux critères. Il faut qu'il y ait des visibilités inférieures à 1,5 km et qu'on ait un vent fort. Un vent fort, on prend comme critère, bon, enfin, il faut pas des critères absolus non plus, mais en général, on prend 25 nœuds comme vent fort. Voilà, en tout cas à 20 nœuds, ok. Un vent supérieur à 20 nœuds avec des visibilités très basses, ça fait symbole tempête de sable. Alors, pour la convection ainsi que pour le sable, on distingue les événements isolés des événements de grande ampleur. Ok. Donc les événements isolés, on va juste marquer le symbole, donc soit le symbole ça pour le sable, soit le symbole ici à gauche là pour l'orage là. Sinon, pour les grandes ampleurs, c'est des zones, ok. Donc des zones assurées. Donc ça va être des zones assurées. Pour la convection, c'est une zone comme ça, avec un CB dedans. D'accord? Et si vraiment on peut également quantifier un peu plus les zones convectives, surtout si on a des lignes de grain, par on a un symbole de ligne de grain dans la nacille, qui est ce symbole-là. Là. Donc on peut rajouter devant la zone convective pour marquer que c'est une ligne de grain donc, qui est puissante et active. Voilà, donc j'ai fini. Donc voilà, cette méthode. Alors cette méthode, il me semble que Jean-Philippe m'avait parlé à l'époque de ça, c'est qu'elle a vraiment été validée par l'OMM. Donc c'est quelque chose pas quelque chose qu'on a travaillé entre nous et qui reste en interne. C'est un truc qui a priori qui est robuste. Mais après évidemment il y a des points à discuter. Donc en particulier sur le talvec de mousson. Et puis aussi on peut très bien tout est ouvert, on peut très bien l'améliorer s'il y a des choses qui sont plus d'actualité. Enfin, il y a on peut toujours la faire progresser, quoi. C'est vrai que depuis un moment, on s'est plus trop posé de questions, là. Depuis le handbook, on s'est plus penché sur le problème, mais on, on peut très bien faire avancer les choses. Et ensuite, alors moi, ce qui me pose comme question, c'est est-ce qu'on doit apporter d'autres objets sur cette méthode? Et en particulier, c'est vrai que maintenant, on voit que depuis qu'on travaille beaucoup sur les ondes avec tout ce que fait Philippe sur les briefings là, on se dit est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y a un intérêt et comment on pourrait faire d'indiquer certaines ondes, donc les autres ondes que les ondes d'Est, les ondes de Kelvin et les Rossby, la MJO, est-ce que ça pourrait apparaître sur notre analyse? Alors, je pense que c'est pas du tout trivial si on veut faire apparaître ça parce qu'il faudrait une sacrée méthode. Mais en tout cas, la question se pose et voilà, à voir. Alors voilà, c'est fini. Je vous remercie de votre attention. Et donc, Merci voilà, beaucoup, Nicolas. si vous avez des questions. Merci beaucoup, vraiment. En tout cas, moi, je trouve vraiment intéressant. Ce que j'aimerais, c'est peut-être par rapport à la convection, c'est généralement les observations qu'on met en évidence.
Oui. on observe les phénomènes observés qu'on Alors, représente en principe. oui, alors évidemment là j'ai passé un peu vite parce qu'effectivement nous on fait que des analyses, on fait pas de pré-sig, c'est-à-dire qu'on fait pas des documents de prévision avec ces choses-là. Alors évidemment si on doit faire un pré-sig, c'est-à-dire que si on doit faire un WAS là, un WAS forecast, là on doit positionner les zones convectives sur l'analyse et là c'est beaucoup plus compliqué. Donc là effectivement il faut avec tous les éléments qu'on a réussir à zoner les zones de convection. Mais sinon, quand on fait que des analyses, effectivement, on regarde surtout l'imagerie satellite et éventuellement les vos observations au sol, mais c'est vrai que l'exercice est moins difficile en analyse qu'en prévision. C'est clair. Une remarque sur ça, c'est Philippe. Je sais qu'il y a une initiative en fait de l'université de Leeds justement avec Doug Parker où ils ont mis en place un algorithme en fait de genèse assez automatique de la NASIG pour les prévis, Ouais. où ils représentent moins d'objets, mais globalement principalement les tourbillons et les talweg. Je me suis demandé si ça serait intéressant justement à voir aussi dans la Ouais. panoplie d'outils qu'on aurait. Et c'est en C'est précise aussi. l'équipe de Doug qui a fait, je pense, ça a été plutôt bien fait justement. Et c'est en prévision aussi. Ouais, en prévision, ouais. Ouais. Ok. Ça, c'est intéressant. Il y avait Ok. ça, et après moi j'avais une question sur les objets ONDEST. Moi, est-ce que vous savez des produits de filtrage d'ondes pour les tracer, ou est-ce que finalement les produits MT et eau précipitable vous suffisent? Alors là, je pense que ça dépend des différents prévisionnistes, hein. Et après, on regarde ce qui se passe sur les produits de grande échelle, là. Mais c'est vrai que pour les tracés, comme on est quand même plus facile, en tout cas, d'approche des tracés avec les paramètres classiques, quoi. D'accord. Ça nous aide un peu à quantifier ce qui se passe, mais vraiment pour le tracé, je pense que je trouve que les paramètres classiques, flux, vent et diagnostic MISVA, ça nous suffit largement, quoi. D'accord. Et après, pour rebondir sur tes dernières questions, ça peut valoir le coup de représenter quelques objets associés aux ondes, au moins peut-être les phases actives ou inactives des ondes plus grandes que les ondes d'est, comme un Oui, passage de MJO active très marqué ou une onde de Rossby. oui, Peut-être même limite à avoir un chapeau onde de Rossby active ou MJO active, pour mm, montrer que ça va être une phase plus active, mm. sans aller à définir un objet, parce que derrière, on voit c'est toute une méthodologie. Et oui, Ouais, mais bon, là, oui, je pense qu'il y a des choses à faire, là. ouais, complètement. Et après, la deuxième remarque, c'était sur le tel avec de Mousson. Il y avait, je crois, un bel exemple la semaine dernière, Mm. où justement c'est pareil, moi je le vois pas forcément souvent le tel avec, mais là il était assez présent justement avec trois tourbillons bien marqués et quelque chose de bien continu. Ok, Ça correspondait justement à un passage de MJO. Et d'accord, peut-être qu'il a d'accord. Ok, une notion moins continue que ce qu'on imagine du tel avec. ok, très bien. Nicolas, Oui, c'est Emmanuel, d'accord. oui, Je posais la question dans le chat, mais peut-être la reprendre. C'est par rapport au Talvec des ondes d'Est dont tu parlais. Donc, avec la MT Manson Trough, donc ça, c'est une intégrale entre la surface et la 600, je crois. oui. Ouais, Donc, un peu plus haut, mais enfin, je veux dire, c'est pas la surface, je crois, mais bon. oui, oui, un peu plus haut, je pense 925. Donc là, dans le cas de la Guinée, par exemple, l'exemple de la Guinée que tu as montré, donc ça aurait été un bon paramètre pour le tracé parce que c'est très barotrope. On voit que la courbe verticale montre que bon, tout est aligné sur la colonne, Mm. n'est-ce pas? Ouais. Mais si on se trouve un peu plus à l'est, j'imagine que si je fais une analogie avec les moyennes latitudes, il devrait y avoir un déphasage entre la surface et le haut, c'est Ouais, ça? ouais. Alors, donc, c'est moins évident de placer un Talvec. Je pense que les prévis, peut-être que je me trompe, vont prendre un niveau, par exemple, à 850, c'est ça? Ok. Est-ce que c'est la méthode privilégiée, donc de prendre un niveau donné et de tracer le Talvec, ou comment on fait dans le cas où on n'est pas vraiment barotrope? C'est une bonne question. Mais c'est vrai que nous, on essaye quand même d'aller assez vite parce qu'on a pas mal de boulot, quoi. Donc ça, on va pas pousser l'investigation aussi loin que ça, quand même, quoi. Donc en général, on se limite
on se limite au flux à 600, transport méridien, et on va tracer notre Talveg. On va pas trop regarder ce qui se passe en 3 dimensions, quoi. Effectivement, Bon, je après pose, ton Talveg, il est penché, il est penché à l'arrière, quoi. Mais ça, on va pas trop regarder, quoi. je pose la question parce que Concebo, il avait fait une bonne remarque lors d'un briefing en disant que nous, quand on place la MT, par exemple au Burkina, eux, ils vont prévoir les systèmes un peu plus à l'avant. Si je me trompe pas, Concebo, Oui. alors que ici, quand on se rapproche de la côte, là, on est quand même plus dans des situations où je pense que les prévus vont situer l'activité convective près de la MT. Donc, Oui, c'est c'est vrai. à cause de ces Alors deux ça, c'est facteurs. vrai. Oui. Mais c'est vrai qu'on est quand même, bah oui, sur le centre de l'Afrique, on est quand même bien à l'avant du Talveg, oui, sur l'activité, oui. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. Ça nous a beaucoup éclairé. Je t'en prie. Je t'en prie. Oh, Nicolas. Oui. Oui, c'est Abdel Concebo du Burkina. Eh oui, j'avais une question concernant au niveau du DAS là. Comment vous arrivez à tracer lorsque vous n'avez pas des ops au sol? Par Au niveau de exemple, quoi? Ah, ok. le, Alors, oui, alors majoritairement, on utilise l'image satellite composite de Dust, DC Dust. C'est une image tirée de l'infrarouge et c'est une image composite qui a été travaillée par un Metsat. ok. Et dans le chapitre 5 du handbook, on, on, on y revient pas mal. Et il y a aussi une présentation sur le site internet de Metsat. Il y a une présentation de cette image satellite, ce qu'on peut en faire, quoi. Hmm. Et on utilise majoritairement ça, hein. Ah d'accord. Et là, Mais on a mis quand même à apprécier la visibilité. alors, Ok. c'est très compliqué parce que on peut apprécier qu'il y a du sable. Alors ensuite, il y a deux limites. C'est que est-ce que le sable, déjà, on ne sait pas au niveau de la verticale, au niveau de l'altitude, à quel niveau se trouve le sable. Ça, l'image Mhm. satellite, elle le dit pas. Donc parfois, on a une belle zone de sable sur l'image satellite. On se rend compte qu'au sol, les visibilités sont pas dégradées. Donc en fait, le sable est en altitude et ne touche pas le sol. Et ça, on peut pas le voir sur l'image satellite. Ça, c'est une première limite importante. Et deuxièmement, on n'a pas moyen de quantifier l'intensité, enfin les réductions de visibilité avec cette image satellite. C'est pas parce qu'elle va prendre des teintes plus ou moins intenses qu'on a forcément des réductions de visibilité plus ou moins intenses. Ça, c'est la deuxième limite. Donc c'est très compliqué. Si on n'a pas d'observation au sol, ça reste très compliqué. D'accord. Ok, merci. Euh, j'ai des commentaires et questions, c'est Jean-Philippe, hein. Ouais. Donc d'abord sur les ondes d'Est, mais ça a été abordé un peu par Manu, Emmanuel Pohan, c'est la question de la structure verticale. Alors bon, tu n'as pas rappelé le modèle conceptuel, mais c'est important de l'avoir en tête pour comprendre l'ensemble des paramètres qu'il faut regarder. Et par rapport à la structure verticale, vous savez qu'il y a une pente, hein, on en a parlé tout à l'heure du Talweg, sur la verticale vers l'arrière, hein, vers l'est. Et il faut faire attention quand on utilise le transport méridien. C'est une moyenne sur une couche jusqu'à 600 hectopascales. Donc, on n'a que la position moyenne et euh, il faut savoir ce que l'on veut tracer. Si on veut tracer à 600 hectopascales, ça se retrouve un peu à l'est de cette discontinuité, enfin du Talweg moyen. Et au contraire, en basse couche, c'est plus à l'ouest,
à l'avant. Donc ça, c'était un peu un commentaire, mais c'est quand même important à considérer parce que ça peut faire plusieurs heures d'erreur dans l'heure de passage. L'autre chose, c'est que dans l'exemple que tu as montré d'onde est, il y a la relation, il y a un bipôle. Tu as dit qu'il y avait un bipôle qu'on voit dans le modèle conceptuel d'eau précipitable. Et dans le cas que tu as montré, bon, on a tendance à dire que ce bipôle, il est zonal, c'est-à-dire à l'ouest, mais à peu près dans la même bande de latitude. C'est à l'ouest la partie sèche et à l'est, on a l'arrivée de la zone humide. Comme un Talweg développé, une onde est bien développée se met à tourbillonner, hein, surtout dans les cas de déferlement. Dans ce cas-là, le résultat, c'est qu'au cours du temps, et plus on va vers l'ouest, plus ce bipôle va pivoter. Et il y a même des situations assez extrêmes, mais c'est souvent le cas quand même quand on arrive sur l'océan, où on retrouve la zone humide qui est au nord carrément, et même des fois un peu à l'avant. Hein. Donc là, ça c'est plutôt un commentaire. Euh, j'ai peut-être mal suivi, mais il me semble quand même que il faut regarder aussi l'AEJ et l'AEJ ou le JEA, son noyau qu'on trace dans euh, sur la NASIG est très important parce que là où il y a le Talweg, normalement il y a le renforcement de l'AEJ avec un noyau et c'est très important de regarder l'intensité de ce noyau parce que c'est caractéristique de l'intensité de l'onde d'est et du Talweg. L'autre commentaire, c'est que il y a Misva s'est enrichi de beaucoup d'autres paramètres et entre autres des indices. Et l'indice qu'a mis au point bon, inspiré d'autres travaux, Philippe Perrier, c'est un indice d'intensité de l'énergie cinétique des fluctuations dynamiques de l'onde est. Et ça, c'est un paramètre qui est assez important parce que ça permet de chiffrer un peu les ondes d'est et de rentrer dans le domaine du quantitatif. L'autre commentaire que j'ai aussi, c'est plutôt la discussion sur le Talweg de Mousson. Hein. Je n'avais pas remarqué que vous aviez abandonné le tracé de ce Talweg de Mousson. Et à ce niveau-là, bon, c'est sûr que comme tu as dit, est-ce la conséquence ou la cause de la convection? Ça, c'est un peu délicat, hein, parce que en gros, c'est interactif. Hein. Mais je suis un peu embêté là-dessus. Il faudrait faire des progrès parce que l'expérience qu'on a eue pendant la SOP, enfin pendant AMA, avec les prévisionnistes, c'est qu'ils nous ont montré à quel point l'écoulement à 850 est très important pour eux parce qu'on peut avoir des circulations fermées. Donc, par rapport à ce tracé du Talweg de Mousson, tu as surtout insisté sur le tracé du tourbillon qui, par définition, est forcément très bruité et c'est difficile de retrouver la trace du Talweg de Mousson. Par contre, il me semble que les prévisionnistes africains ont l'habitude d'utiliser les lignes de flux. Hein, où là, ce qui est intéressant, c'est sauf les cas de déferlement, contrairement à 600 hectopascales, à 850, on arrive assez souvent à avoir des circulations fermées et qui aident aussi à positionner, je pense, le Talweg de Mousson. Donc, j'aimerais bien avoir des réactions à ce niveau-là des prévisionnistes africains. Voilà.
Donc voilà quelques commentaires et questions que je voulais poser. Et après, oui, effectivement, avoir sur ces cartes quelque chose qui concerne les autres zones, en particulier Rossby Kelvin, ça serait bien, mais c'est compliqué en termes de trouver des symboles à ce niveau-là et aussi quelque chose d'assez objectif. Je pense quand même que à ce niveau-là, tous les œufs Muller, les indices qu'on peut développer, hein, comme Philippe l'a fait pour les ondes d'Est, ça serait utile parce que le mettre sur une carte, c'est quand même assez compliqué. Il faudrait peut-être compléter par des tableaux d'indices relatifs aux différentes zones. Il faudrait réfléchir un peu à tout ça, hein, mais je pense que le travail que fait Philippe devrait pouvoir petit à petit arriver vers ce souhaitable. Merci. Et merci Nicolas, que je salue, vu que je ne l'ai pas salué depuis très longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Bon, ben, il n'y a pas d'autres Oui, il n'y questions. a pas des commentaires sur le Talvec de Mousson, là, sur des prévisionnistes. Est-ce qu'ils utilisent toujours des cartes à 850 comme on l'avait vu pendant Hamin? Pas de commentaires, hein. Même pas Papa. Je sais pas s'il y a Il n'y a des pas prévis de... de l'ANAM ou de l'ACMAT peut-être, qui sont en C'est ligne. plus la CMAT qui faisait ça, mais il me semble avoir vu ça à la Nassim, hein. Les cartes de Je sais pas. Talvek de Mousson. Bon, je l'utilise maintenant rarement. Bon, pas l'air d'avoir de réaction. Ouais, bah, c'est sûr que nous, on est preneurs, mais faut qu'on qu'on soit convaincus. Donc, J'avais Je pense peut-être que une dernière remarque Kevin, là, le temps que on se décide. Ah pardon, je vous laisse la parole. non, non, je crois que Tidiane a essayé de parler, mais sa connexion a dû avoir un problème. Ah non, Tidiane. Ah, tiens, Ah, bonjour, Philippe et Bonjour. Jean-Philippe. Donc, je disais que actuellement, on l'utilise rarement. Donc, on regarde juste dans le cadre de l'analyse des briefings de MISPA. Mais on l'utilise maintenant rarement. J'ai le Je ne sais pas, sentiment vous qu'il est peut-être m'entendez. un peu mieux défini sur la partie est que ouest. Mais ça c'est très personnel par rapport à Greenwich. Ouais. mais je me souviens pas, Philippe. Est-ce que sur les produits disponibles de Misva, il y a la carte à 850? De quel champ? Eh ben, Oui, en ça fait, pourrait être ligne à de 850, flux. on a la Oh fonction ben, on a courant, la on a les température pour tourbillons le huis de. clos. Oui, on a aussi les lignes de flux que fait Florent là, sur le tourbillon barotrope. On a le tourbillon barotrope à 600 et à 850. Cette carte, on le voit. Mais pas à 850, on l'a pas. Si. C'est par rapport à Oui, la c'est question là. du Talvec de Et, Mousson. sur les diagnostics de Florent, donc il y a l'intégrale, le niveau 600 et 850. Oui, mais il n'y a pas 850. Et 850, c'est utilisé surtout pour la dépression thermique, le heat low. Là, je suis en train de regarder dans les cartes. Voilà. Là, si la connexion est bonne, mais je répète qu'on a bien le niveau 850, mais pas forcément sur les produits grande échelle. Ouais. On les a par exemple sur quelques Oui, produits le sucrés comme la fonction 850, courant, ça comme les y est, filtrages dans pour la l'aquatorium. température. Ça doit être pour la température. Voilà.
Je sais pas, il me semble qu'il faudrait peut-être regarder un peu à ce niveau-là. Atlantique, ouais, dans West Africa, température. Voilà. Il y a eu ça. Et oui, à 850 sur le domaine Afrique, il n'y a que si, potential temperature, MSL. Ah si, il y a vorticité. Ah non, la vorticité, elle n'y est pas à 850. Moi, il me semble qu'il pourrait y avoir carte vorticité et ligne de flux. En fait, je sais pas si on m'entend bien, mais je confirme que ces cartes, elles existent, hein. Sur le tourbillon, sur la partie grande échelle, il y a les deux superposés, 700 et 850. Ça, c'est une carte. Après, il y a les cartes de filtrage d'onde à 850 hectopascal également. Ce qu'il y a, c'est que c'est en instantané, que des fois, c'est pas le plus pratique, je pense, pour avoir un Talvec de mousson. À mon sens, il y a un aspect un peu durable du Talvec de mousson. On l'utilise dans le même sens que sur la mousson indienne. C'est peut-être plus dans ce sens où il faut travailler à avoir quelque chose d'un peu plus permanent dans le temps. Ouais. Bon. Juste, c'est Cécile en dira juste une remarque. Je sais que certains prévisionnistes ici tracent le Tavec de Mousson sur le Ranasig et que il avait été introduit dans, comme on avait les symboles et je sais que, enfin, il est tracé en tout cas dans la Nasig d'Irag. Et qu'il était prévu qu'il y ait un travail aussi qu'il y ait une fiche produit, un module d'auto-formation, mais là, bon, c'est Julien Cotreau qui suit plus ça et je sais pas trop s'en est, mais en tout cas, on le trace sur la NACI. Bon, Merci. Il y la aura peut-être bien difficulté, des c'est échanges. que sur l'Afrique, le Talvec de Mousson a une position plus sud et distincte, ne se superpose pas au FIT. Alors que sur l'océan, c'est l'ITCZ, tout est en phase. Ben, je vous ferai suivre les petites docs qui avaient été faites à l'époque. Ouais. Mais bon, l'intérêt est surtout à petite échelle pour la convection, le cycle diurne de la convection. Donc on rentre dans un domaine très délicat où la prédictabilité est forcément faible de toute façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques pour Nicolas? Ouais, je C'est pense bon que alors? c'est bon. Ok. Ben, Bon merci bah, beaucoup, Nicolas, j'ai pour compris. cette. Merci. Avec Merci. plaisir. Merci, tout le monde. Merci. Bonne journée à Allez, au tous. revoir. Merci, bye bye. Merci tout le monde, merci Au revoir, Nicolas. merci.